AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Erwan Balanant, député du Finistère, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Avec lui, nous allons parler de la façon dont la parole des femmes, les mobilisations sociales et la pression de l'opinion peuvent faire bouger les lignes. Mais avant cela, comme chaque semaine, un édito, et ce matin, engageons-nous pour que les mots fassent loi. Depuis le MeToo, des milliers de femmes ont pris la parole. Elles ont raconté, exposé, dénoncé. Des gestes, des silences, des systèmes. Elles ont mis des mots sur des faits, et ces mots ont changé les faits. Pas seulement dans les consciences, mais dans les règles du jeu. Car la parole, quand elle devient collective, quand elle devient visible, audible, irrépressible, peut faire évoluer le droit. Dans les lois, dans les politiques publiques, dans la façon dont la République elle-même se positionne. La parole n'est pas qu'un exutoire. Quand elle est écoutée, quand elle est prise au sérieux, quand elle s'organise, elle est aussi force politique. C'est ce lien-là que nous interrogeons aujourd'hui, le lien entre société et politique publique, entre les victimes et les législateurs, entre la colère et la réforme. Quand la société s'empare d'un sujet, que le politique ignorait, contournait ou minimisait, il se passe parfois un basculement. La pression se transforme en influence et l'influence oblige à agir. Cela commence par les témoignages, puis vient le besoin de comprendre, de nommer, de qualifier. Puis celui de réparer, de prévenir, de poser des limites. C'est ainsi que des lois changent, que des décrets naissent, que des dispositifs se créent. Pas parce que le pouvoir l'a décrété, mais parce que la société l'a exigé. Ce lien est fragile. Il peut être récupéré, instrumentalisé, vidé de sa substance. Mais quand il est sincère, quand il reste connecté à la réalité du terrain, il devient un levier formidable. C'est lui qui permet à la démocratie de ne pas être hors sol, de ne pas être sourde, de ne pas être aveugle, de ne pas être complice. Aujourd'hui, ce lien s'incarne dans un travail parlementaire inédit. Un rapport mené par une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les violences commises dans le monde du cinéma, de la mode, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la publicité. Un monde trop souvent protégé par l'excuse du talent, par l'exception culturelle, par le silence des puissants. Ce rapport recueille des voix et il trace une route. Il dit ce que trop de milieux n'ont pas voulu entendre. Il propose ce que trop d'institutions ont tardé à mettre en œuvre. Ce matin, on en parle avec celui qui en est le rapporteur, le député Erwan Balanant. Bonjour, Erwan Balanant. Bonjour. Alors, vous êtes député du Finistère, vous avez été membre de la commission des lois pendant 8 ans, particulièrement engagé sur les sujets de justice, de liberté fondamentale et de lutte contre les violences. Aujourd'hui, rapporteur du rapport parlementaire sur les violences dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Alors, ma première question pour nos auditeurs, pourquoi cette commission d'enquête ? Je voudrais que vous replaciez le contexte du déclencheur de cette commission. Le contexte, c'est les révélations de Judith Godrèche, il y a maintenant 18 mois à peu près, et une audition qu'elle avait faite à l'Assemblée, suivant une édition qu'elle avait faite au Sénat, et on avait estimé avec un certain nombre de députés, dont Francesca Pasquini du groupe des écolos, qu'il fallait faire la lumière et dresser des constats et essayer d'avoir des propositions fortes pour que tout ça change. Et c'était donc Francesca Pasquini qui était au départ à la manœuvre. Elle m'avait associé. Il y a eu la dissolution et suite à la dissolution, on a remis en place cette commission d'enquête et là, c'est Sandrine Rousseau qui a repris le travail et le flambeau avec moi. Donc c'est un travail qui a été long, un travail de 6 mois. Et je pense que c'était un travail nécessaire et vous venez de le dire dans votre édito. Vous venez de parler de la parole. La parole, ça fait longtemps en fait qu'il y a des femmes qui parlent. Judith Godrèche n'est pas la première, elle a eu un impact fort, mais elle n'est pas la première. La question, c'est plutôt celle de l'écoute, et l'écoute de la société, comme vous l'avez démontré, qui, à un moment donné, est en capacité à se transformer. Et c'est ce qu'on essaye d'accompagner avec le rapport de cette commission d'enquête. Alors, 6 mois, 85 auditions, près de 350 personnes entendues, des victimes, des professionnels, des responsables d'institutions, des syndicats, des avocats, des experts. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 6 mois, ou au cours de ces 6 mois ? Ce qui est marquant, et c'est ce que je dis dès l'introduction du rapport, c'est qu'en réalité, le cinéma est à l'image de la société. C'est une société encore basée sur une culture patriarcale et sur un sexisme et des violences sexistes présentes, fortes.
Mais le cinéma, il y a des facteurs aggravants et des facteurs amplifiants. Ce culte du génie, peut-être qu'on y reviendra, cette hiérarchie très forte, enfin quand je dis cinéma, le monde de la culture, cette hiérarchie, et puis aussi une certaine vision, un rapport au code du travail assez souple, parce que souvent dans le monde de la culture, les gens n'ont pas toujours l'impression de travailler, ils ont l'impression de faire œuvre, d'être dans un métier passion. Mais un métier passion, ça reste un travail, et un travail, ça a des cadres, et le cadre, il existe, et il faut le respecter. Oui, d'ailleurs, le rapport évoque un culte du talent, une liberté artistique sacralisée, qui aurait longtemps tout justifié. Est-ce qu'en France, on peut dire que l'exception culturelle a parfois servi de paravent à l'impunité? Est-ce qu'on a confondu liberté de création et liberté de transgresser les règles du droit commun? Bah oui, je crois. Hélas, on a cette exception culturelle française qui est magnifique, qui nous permet d'avoir des œuvres splendides, d'avoir un milieu culturel qui fonctionne, mais on a aussi mis en place cette excuse de génie qui pardonne tout à celui qui tient le film par son pouvoir économique, celui qui tient la production, le spectacle par son talent. Et ça, c'est plus possible en fait. C'est plus possible parce que le monde a changé et que surtout, d'ailleurs, ça n'aurait jamais dû être possible. C'est ça la réalité. Mais bon, le monde n'est pas toujours parfait. Et donc il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut rappeler que l'acte créatif, le message que l'on veut passer, culturel, politique, artistique, il ne peut se faire que dans le respect de l'état de droit. Et notre état de droit, il y a des règles. Et les règles, elles sont assez précises en fait, que ce soit notre code pénal et notre code du travail. Alors, ce rapport, il ne se contente pas d'énumérer des violences. Il dénonce aussi un système. Je pense à cette logique de précarité, d'emprise, de dépendance économique dont vous venez de parler, l'opacité des castings, certains flous contractuels, la solitude des intermittents, mais aussi cette loi du silence qui a protégé les agresseurs plus qu'elle n'a protégé les victimes. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'exhumer un fonctionnement systémique et non des dérapages individuels? Oui, je crois qu'il y a, hélas, on le dit, quelque chose de l'ordre du système, de l'ordre des habitudes aussi, beaucoup. Sur un plateau, dans une production, souvent celui qui est, ou celle, le plus régulièrement, celle qui est hiérarchiquement en bas de l'échelle ne parlera pas. Elle parlera pas parce qu'elle se dit... je vais mettre en péril le collectif. Ça part souvent dans une bonne intention de se dire, attendez, j'ai subi quelque chose, mais si je parle, je détruis le collectif, je détruis la production, et parfois ça a des conséquences économiques. Et puis il y a aussi pour la personne le fait de se dire la précarité de l'intermittence, où on n'est pas nécessairement que en précarité économique, on est surtout en précarité de temps de travail. On travaille un temps, et puis si on a parlé, si on a dérangé, est-ce qu'on travaillera encore? Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Et je crois qu'il y a un début de changement. D'ailleurs, ce que vous évoquez, c'est cette forme d'omerta, cette forme d'omerta dans le monde de la culture. Alors, est-ce qu'elle est en train de se fissurer sous la pression de la parole des victimes et des mobilisations? On observe encore des stratégies de contournement, de protection entre pairs, toujours, d'inertie volontaire dans certaines grandes institutions, même si ça a bougé. Moi, j'ai envie de vous demander, vous pensez que la peur a changé de camp? J'espère que la peur va changer de camp. Et j'espère que aussi la honte changera de camp. Les deux sont liés, les deux sont pas tout à fait les mêmes ressorts. Je pense que ce qui peut nous faire avancer, c'est justement la pression de la société. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le cinéma était à l'image de la société, mais nous sommes dans une société qui change et dans un monde qui change. Et on le voit bien, et j'espère que ça va durer, parce qu'on sent aussi des freins, que le fait d'être... la honte peut changer de camp. C'est ça le sujet en fait. C'est que aujourd'hui, pour une production, jusqu'à maintenant, vous cachiez, vous minimisiez parce que voilà, vous saviez que ça pouvait avoir des conséquences économiques très graves. Et j'espère que demain, les auteurs se disent, mais si je fais une
connerie, excusez-moi du mot, ça passera pas, quoi. Ça passera plus. Et donc j'ai peur et je la fais plus. Et puis si je la fais, surtout, c'est moi qui aurai la honte et pas la personne qui a dénoncé. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi. C'est que les personnes qui parlent, les personnes qui sortent de leur silence, en réalité, ce sont elles et eux les héros de ces histoires. Ce sont elles qui doivent être nos rôles modèles. Et c'est pas toujours simple, on le sait. Et on a beaucoup d'exemples de femmes, un peu moins d'hommes, mais qui ont parlé et qui ont payé très cher de leur carrière. Qui ne travaillent plus, qui ne travaillent beaucoup moins. Ouais. Et ça doit changer. Je crois que ces femmes qui parlent, en réalité, Judith Godrèche, qui a aujourd'hui, visiblement, non pas des difficultés, mais qui sent un peu d'ostracisation, et ben non, ça doit être elles. Toutes celles qui ont parlé sont les femmes, sont des références aujourd'hui qui doivent être mises en avant. Alors, revenons sur le rapport. 64 recommandations. C'est un plan d'action complet, très concret, qui va de la formation à la gouvernance, en passant par le financement et des procédures internes. Parmi toutes ces propositions, quels sont, selon vous, les leviers essentiels, les plus structurants pour transformer durablement ces secteurs ? Continuer la formation. Oui. Continuer la formation de façon intensive et la commencer dès les parcours d'étudiants. On ne devient pas artiste ou technicien comme ça par la grâce du Saint-Esprit. On le devient parce qu'on a souvent été formé à son métier, à sa pratique. Et aujourd'hui, moi, j'ai constaté une lacune très forte sur ces questions-là, sur la question du droit du travail, sur la question même du code pénal, sur la question tout simplement du droit. Et ça, c'est un sujet. Et d'ailleurs, si le CNC a mis en place des formations, c'est parce que justement, il a constaté qu'il y avait un manque. Donc, premier point, continuons les formations, celles qui sont continues, mais faisons aussi de la formation initiale sur ces sujets. Je crois qu'on doit apprendre à nos comédiens, à nos techniciens, qu'ils s'intègrent dans un cadre juridique, et ce cadre juridique les protège, leur donne des droits et leur donne aussi un certain nombre de devoirs et d'attitudes à avoir. Ça, c'est le premier point. Après, il y a un certain nombre de choses qui doivent être améliorées, qui doivent être transformées. Je pense aujourd'hui, par exemple, qu'un certain nombre de métiers doivent être certifiés pour qu'on ait des personnes qui soient très professionnelles sur ces sujets, qui aient les connaissances et qui aient surtout la capacité d'emporter cette transformation du monde. Et je pense évidemment à des métiers comme la coordination d'intimité qui doit être certifiée, qui doit être généralisée. Mais je pense aussi à la question des agents. Les agents de comédiens, les agents de réalisateurs, aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment formés à cette question et à cette question de l'écoute et parfois à cette question de défendre la personne qui a été violentée dans son exercice professionnel. Elles ne peuvent pas être des personnes qui étouffent les histoires parce que ça a un poids économique. Elles doivent être en capacité d'accompagnement. Et je pense que comme les producteurs dans le monde du cinéma et aussi maintenant dans le monde du spectacle vivant ont tous été formés et leurs subventions est contingenté à ces formations, je pense que les agents doivent aussi suivre ces formations. Et il y a quelque chose que vous préconisez qui me paraît extrêmement important. On l'a dit, la prise de parole est difficile, même si l'écoute s'est améliorée. Vous préconisez une obligation d'enquête interne en cas de signalement, même sans plainte pénale. Oui. Vous pensez qu'on peut y arriver ? Oui, il faut parce qu'il faut que lumière soit faite. Dès qu'il y a un cas dans une entreprise, parce que dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel, de la publicité, du spectacle vivant, nous avons affaire à des entreprises, à des personnes qui ont des responsabilités d'employeur. Et comme dans le reste, et comme dans tous les métiers, l'employeur a une responsabilité. Il a la responsabilité de mettre en sécurité ses salariés, et ça passe par une enquête interne dès qu'il y a un signalement, effectivement. Oui, ça passe peut-être aussi par une question sur l'organisation économique de ce secteur, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un système où évidemment les enjeux économiques sont forts, où on protège la rentabilité des projets. Vraiment, est-ce que peut-être c'est aussi une question sur cette organisation économique ? Peut-être qu'elle doit bouger ? Oui, mais si la honte change de camp, si la peur change de camp, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure,
Pour un projet qui serait frappé d'une attitude inadmissible et d'une attitude condamnable par le code pénal. On sait aujourd'hui que c'est un projet qui perd sa valeur économique parce qu'il y a la pression de la société qui est là maintenant. Et donc, ce modèle, il va falloir qu'il tienne compte aussi de ce risque. Et moi, je pense qu'il y a la question assurantielle qui doit être posée et que je pense que le risque violence sexiste et sexuelle doit il doit y avoir une clause assurantielle qui permette de faire les enquêtes, qui permettent de réagir, de faire des interruptions de tournage si nécessaire. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de mettre en place et de travailler avec le secteur de l'assurance. On vous a vu au Festival de Cannes. D'ailleurs, il y a eu une montée avec vous et la ministre Aurore Bergé et des associations qui défendent les droits des femmes et qui soutiennent les victimes. Le festival a pris une décision, me semble-t-il, assez nouvelle. Ils ont demandé à un acteur présent dans un film en compétition de ne pas monter les marches, non pas parce qu'il s'était conduit, il avait agi et provoqué des violences sur un tournage ou sur un lieu de production, mais parce qu'il avait été accusé par 3 de ses compagnes de viol conjugal et de violences psychologiques dans son domicile. Ça, c'est une avancée, c'est-à-dire de prendre en compte même ce qui se passe dans la vie personnelle des gens hors situation professionnelle. Mais la décision du festival, je pense qu'elle a été une très bonne décision et qu'elle est révélatrice de ce monde qui change, justement. En prenant cette décision, je crois qu'elle a protégé tout le monde. Le festival a protégé tout le monde. Elle a protégé évidemment la production, le film, parce que le film, avec une polémique, aurait perdu de la valeur économique et puis aurait même perdu de l'intérêt, alors que c'est un très beau film par ailleurs. Elle a protégé les victimes en les sortant d'un bruit médiatique qui parfois n'est pas simple pour les victimes. Et puis je pense qu'elle a aussi protégé l'auteur présumé, enfin la personne aujourd'hui accusée. Elle l'a protégé de quelque chose qui parfois vous dépasse. Et voilà. Donc je pense que c'est de la bonne décision. Et à Cannes cette année, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait un chemin nouveau qui avait été pris. Alors, je ne parle pas de la programmation qui va aussi dans un sens plus ouvert sur ces questions-là, et plus égalitaire, mais aussi sur les attitudes. Et on a eu une jeune femme qui a dénoncé des faits durant un colloque où j'étais devant le CNC. Et plutôt que d'être la paria, elle est devenue le rôle modèle et elle a été accompagnée. Et c'est cette jeune femme aujourd'hui, le fait d'avoir eu cette écoute, quoi qu'il arrive après dans la procédure judiciaire, elle a pu sans doute commencer sa reconstruction grâce à cette écoute et cette bienveillance où on a écouté la personne, on l'a protégée et on lui a dit on va prendre des mesures conservatoires pour te protéger. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, mettre en place le plus souvent possible. Alors, on arrive à la fin de cette conversation. Est-ce que certains récits, parmi tous ceux que vous avez entendus, ont déplacé vos propres repères sur la gravité ou la banalité des violences dans ces milieux, vous, à titre personnel? Oui, certaines comédiennes qui nous expliquent en réalité que dès le premier tournage de leur carrière, parfois enfants, elles ont subi soit des violences morales, soit des violences physiques ou sexuelles, et que toute la vie, ça les a accompagnées, et qu'elles ont tenu parfois parce qu'elles ont une soif de jouer qui est plus forte que tout le reste, mais parfois certaines craquent. Et en craquant, on perd un talent. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce rapport machine à broyer des talents, parce que perdre des talents, c'est pas possible dans notre société. Alors, ce rapport est un point de bascule. Il rend visible ce qui a été trop longtemps étouffé. Il formule des propositions concrètes, applicables, mais surtout parce qu'il incarne ce que peut produire une démocratie quand elle prend au sérieux la parole des femmes. Merci à vous, Erwan Balanon, d'avoir conduit ce travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on se retrouve dimanche prochain dans La Force de l'Engagement sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.